Cette vidéo est réalisée à la demande d'Éco-Sciences Sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur et propulsée par PlayAzure Prod. Elle a été écrite aux côtés d'Isabelle d'Autriche, chercheuse au Centre de recherche en psychologie et neurosciences d'Aix-Marseille Université et du CNRS. Les recherches d'Isabelle sont présentées dans le cadre du festival Explore, organisé par Aix-Marseille Université et le CNRS, en partenariat avec l'INSERM. Plus d'infos en fin de vidéo. Bonjour Isabelle, Bonjour Stéphane, ça va? ça va et toi? Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de tes travaux. Sujet très intéressant, j'ai eu le temps de faire déjà un peu le tour de tout ce que tu avais envoyé, c'est vraiment cool de pouvoir parler de tout ça. Peut-être que je peux commencer par te laisser te présenter rapidement ton parcours. Donc, je suis chargée de recherche au CNRS depuis 2019. Donc, je travaille au Centre de recherche en psychologie et en neurosciences, donc le CRPN, à Marseille. Avant ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis ingénieure en mathématiques et modélisation, et après, j'ai fait un doctorat en sciences cognitives avant d'être recrutée. Voilà en gros pour mon parcours. Et ton sujet de prédilection alors, c'est le langage, c'est Alors, ça? oui, donc moi je travaille sur le langage. C'est un sujet que j'aborde sur différents angles. Donc je m'intéresse au développement du langage chez les bébés, donc comment ils acquièrent leur langue maternelle. Mais je m'intéresse aussi à l'origine des propriétés qu'on peut trouver dans le langage. Donc pourquoi le langage est tel qu'il est. Ok. C'est un truc, le langage, ça a toujours été un sujet de prédilection ou t'es tombé dedans un peu par hasard pendant tes études? Alors, je suis tombée dedans un peu par hasard, mais juste parce que je lisais, je m'intéressais beaucoup plus en fait aux propriétés linguistiques. J'ai commencé à lire beaucoup là-dessus. Ensuite, j'ai commencé à découvrir qu'on pouvait étudier ça et en faire de ça son métier, ce que je ne savais pas avant. Et quand j'ai compris ça, ben, je me suis juste orientée de cette façon-là. Donc, typiquement, j'ai découvert ça pendant mes études d'ingénieur. D'accord. Mais donc tu avais un intérêt pour le langage à l'époque, tu disais des J'avais un trucs sur le sujet. intérêt pour le langage, mais assez général. Voilà. Et puis après, c'était juste que je ne savais pas qu'on pouvait effectivement faire des sciences cognitives. Mhm. Ouais, ouais, c'est un beau domaine et tes recherches, bah, elles illustrent en fait très bien ce qu'on fait en sciences cognitives avec l'interdisciplinarité, toutes les méthodes, la primatologie, la psychodéveloppementale, etc. La Ouais. modélisation, ouais, Ouais. c'est Donc vraiment un moi, bon exemple. ça m'amuse en fait beaucoup d'utiliser plein de méthodes différentes. Donc voilà, dans mon travail, je fais pas mal d'études expérimentales. Donc c'est plus ce qu'on appelle de la psychologie du développement, de la psycholinguistique. Donc j'étudie des bébés. Je fais des modèles computationnels parce que j'étudie des corpus de langue. Et maintenant, de plus en plus, vu que je m'intéresse aux origines des propriétés du langage, effectivement, je fais des études avec des animaux. Donc là, j'ai déjà commencé à faire des études avec des babouins et je vais étendre ça à d'autres espèces aussi par la suite. Trop bien. Eh ben, je te propose qu'on discute un peu d'une de tes recherches en particulier. Donc, j'essaie de résumer un de tes sujets de recherche. Tu me dis si c'est à peu près OK ou si je me plante complètement. En fait, une des questions qui t'intéresse, toi, c'est de savoir si les règles qui structurent le langage humain en particulier, ce sont des règles qui sont héritées de notre cognition en général, ou est-ce que ce sont des règles qui sont spécifiquement linguistiques? C'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. Je voudrais savoir à quel point on peut expliquer donc les règles que tu trouves dans le langage, les propriétés, par juste d'autres aspects de notre cognition. Ok. Et Ouais. donc, quand on dit les règles, c'est quel type de règles, par exemple? Donc, je peux t'en donner une assez facile à expliquer. Dans la plupart des langues du monde, c'est-à-dire 96%, on place le sujet avant l'objet. Donc, quand on dit la fille pousse le garçon, on met la fille, le garçon. Voilà. Donc, le sujet est en premier et l'objet, le garçon, passe en deuxième. Et dans 96% des langues, c'est le cas. Voilà. Donc ça, c'est une règle qui paraît assez simple, mais la question qu'on pourrait se poser, c'est bah, pourquoi? Pourquoi faire ça et pas autrement? Pourquoi pas faire l'inverse, par exemple?
Ok. Et donc ça, c'est typiquement une règle que j'étudie. J'essaye de voir si, bah, en fait, est-ce que quand euh, on se représente le monde en l'absence de langage, est-ce que c'est structuré de cette manière-là? C'est-à-dire, est-ce que on aurait un biais, une préférence pour celui qui fait l'action, donc le sujet, plutôt que celui qui subit l'action, qui est donc plutôt l'objet, dans une phrase. Voilà. En fait, moi, ce qui m'intéresse là, c'est pas exactement la syntaxe en tant que telle, mais c'est plutôt les notions de sémantique. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet, c'est l'agent. Ok, c'est bien ce que j'ai dit, c'est celui qui fait l'action, hein, c'est sa relation sémantique. Et l'objet, il a plutôt comme relation celui qui subit, c'est le patient. On appelle le patient. Voilà. Et ça devient plus important de se relier en fait à la sémantique quand on parle de populations qui sont non linguistiques, parce que c'est la façon dont ils comprennent le monde, dont ils se représentent le monde. Euh, donc c'est un lien plus direct au final avec la sémantique qu'avec la syntaxe, même s'il y a, et il y a beaucoup de relations qui sont assez transparentes entre les deux, entre les deux niveaux. Population non linguistique, c'est les animaux non humains, c'est ça que tu appelles population non Oui, linguistique. c'est ça. Alors, ouais, souvent j'ai tendance aussi à inclure les bébés, mais c'est pas tout à fait vrai parce que les bébés, bah, c'est difficile de dire qu'ils sont pas linguistiques en fait. À partir du moment où ils entendent du langage, ils le sont. Hmm. Euh, euh, mais on va dire, en tout cas, les bébés avant qu'ils développent une compétence linguistique sophistiquée. Ok. Donc ça aussi, c'est dur à quantifier, hein. Ça va dépendre du phénomène qu'on veut regarder. Donc typiquement, en tout cas, dans la recherche, par exemple, à l'heure actuelle, en ce qui concerne euh, euh, sujet, objet ou agent, patient, on sait qu'ils comprennent euh, des phrases simples de ce type-là, genre la fille pousse le garçon ou le garçon pousse la fille, qu'ils puissent différencier les deux. C'est ça en fait qui est important aux alentours de 21 mois. Voilà. D'accord. Avant que tu nous en dises plus sur ces expés que tu as fait, est-ce que tu peux nous dire un mot de l'autre règle? Donc, tu as parlé d'une règle qui est qu'on met toujours le sujet avant l'objet. Il y a une autre règle qui tu as beaucoup étudiée et dont on va parler dans la vidéo courte, je pense, qui est la compositionnalité. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? C'est un grand mot pour dire quelque chose d'assez simple, en fait, hein, je crois. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, la compositionnalité, c'est juste notre capacité à comprendre deux mots ensemble, deux mots ou plus. D'accord? Donc, chaque mot a un sens ou réfère à un concept donné, et c'est comment, eh bien, est-ce qu'on va intégrer deux concepts ensemble pour comprendre quelque chose de plus complexe. La chose qui est importante, en fait, je pense, de mesurer, c'est que là, on ne parle pas du même type de propriété. On est vraiment sur une propriété de l'architecture du langage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de langue naturelle qui n'est pas compositionnelle. OK? Vu qu'on fait des séquences de mots, on comprend les mots ensemble. On intègre les sens entre eux. C'est un petit peu différent du fait de placer le sujet avant l'agent, qui est plutôt une propriété de surface du langage, au final. Hmm. OK. Euh, donc, cette propriété-là, la compositionnalité, elle est complètement universelle en ce qui concerne les langues du monde. Voilà. Et la question que je pose dans mes travaux, c'est est-ce que les opérations qu'on effectue pour intégrer les sens entre eux, est-ce que c'est quelque chose, c'est des opérations qui sont linguistiques, qui se dépendent, enfin, qu'on utilise juste pour comprendre en fait le langage, ou est-ce que c'est des opérations qu'on pourrait faire en l'absence de langage, avec des concepts, d'accord? Et donc c'est pour ça qu'on peut tester ben, d'autres populations qui n'ont pas le langage, les animaux, ou qui n'ont pas encore développé le langage, les bébés, pour voir en fait si ils peuvent avoir ce type d'opération-là ou pas. C'est très clair, très bien. Et alors justement, on va parler d'animaux un petit peu. Toi, tu t'étudies notamment des babouins. Je crois que tu as accès à un centre qui est assez spécial, hein, dans le sens où vous arrivez à faire des expériences sans trop déranger les babouins. C'est ça? Tu peux nous expliquer un peu comment ça marche? Oui, c'est ça. Donc, c'est une plateforme qui a été montée par Joël Fago il y a maintenant, je pense, entre 10 et 20 ans.
voilà, je pense quelque chose comme ça, et qui est reprise en ce moment par Nicolas Clédière. Donc, c'est vraiment les deux chercheurs qui sont sur ces plateformes-là. Le Et centre Rousset, c'est ça, excuse-moi, c'est à je te coupe. Rousset, C'est donc c'est Rousset, c'est entre ça. Aix et Marseille. Voilà. Et donc, il y a un centre de primatologie qui est hébergé par le CNRS à cet endroit-là. Et donc, nous, on a notre groupe de babouins. On a 20 à 30 babouins en fonction des périodes. Et donc, ce groupe-là, il vit dans son enclos, qui est assez large, avec des pierres, avec tout ce qu'il faut pour eux dedans. Et il y a aussi des cabines de test dedans, avec des trous pour qu'ils puissent rentrer. Et quand ils rentrent dedans, bah, ce qu'ils ont, c'est un écran tactile. Il y a deux trous et un troisième pour leur tête juste devant, juste pour qu'ils puissent rentrer leurs mains et regarder l'écran. Et puis, bah, ils peuvent jouer sur l'écran tactile. Voilà. Donc, quand je dis jouer sur l'écran tactile, c'est que nous, on leur présente en fait du matériel visuel, donc des stimuli, et on leur demande de faire une réponse. Typiquement, on peut leur faire apprendre des règles. Si tu vois un carré, alors appuie sur le carré quand tu vois un carré et un rond, par exemple. Voilà. OK? Et donc, quand ils sont corrects, eh ben, ils reçoivent des graines de blé. Voilà. Ils aiment bien ça, c'est leur petite gourmandise. Et quand ils sont incorrects, eh ben, ils doivent attendre un petit peu plus longtemps pour réessayer. Euh, voilà. Et donc ça, ils aiment pas trop. Et du coup, ils apprennent. D'accord. Ils apprennent des choses. Ouais, Donc, ils ils peuvent apprennent. apprendre des choses aussi simples que ça. Ils peuvent apprendre des choses un petit peu plus complexes. Voilà. Et notamment, ils peuvent apprendre à essayer de leur apprendre j'allais dire la négativité, mais c'est pas ça, des marqueurs de négation. C'est ça que tu as essayé de leur Ouais, apprendre dans une de exactement. tes expériences. Exactement. Alors, le lien avec la compositionnalité, c'est suivant. C'est que donc il y a plusieurs types d'opérations qu'on peut faire pour Ouais, intégrer deux sens entre eux. Voilà. La négation, c'est une opération spécifique. D'accord? Quand on dit c'est pas bleu, ok, on applique une fonction qui est le pas, donc la négation, sur bleu pour en fait avoir comme output tout ce qui n'est pas bleu dans le monde. Voilà. C'est un type de fonction. Ok. Euh, donc on a essayé de faire apprendre aux babouins euh, la fonction de la négation. D'accord? Donc, comment on a fait ça? Ben, exactement avec le setup que j'ai expliqué, en fait. Donc, on leur fait apprendre déjà une règle qui s'appelle la règle d'identité. Donc, je vois un carré bleu sur l'écran. Ensuite, j'ai un carré bleu, un cercle bleu. Je dois appuyer sur le carré. Donc, j'appuie sur le même. D'accord? Donc, j'apprends ça pour carré et puis j'apprends ça pour cercle. Donc ça, c'est pas de la négation, hein, c'est juste l'identité. Et mm, puis, une autre règle, qui est la règle négative. Alors, cette fois-ci, je vois un carré, et ce carré-là, il est entouré de quatre croix blanches. Nous, c'est ce qu'on avait utilisé. Et quand il est entouré de quatre croix blanches, ben, quand je vois après sur l'écran un carré bleu et un cercle bleu, eh ben, je ne dois pas toucher le carré bleu. Donc, je dois prendre le cercle bleu. Ou le losange bleu, s'il y a un losange bleu. Mais en tout cas, pas le carré. OK? Et une fois que j'ai appris ça, pour carré et cercle et leur négation, ben cette fois-ci, on me présente un triangle entouré de croix blanches ou un triangle tout seul. Et puis, on mesure s'ils arrivent en fait à généraliser ça. Voilà. ça, tu mesures en fait le temps qu'ils mettent à apprendre des relations. C'est ça que tu mesures, toi. Oui, c'est ça. On mesure le temps qu'ils mettent à apprendre des relations. Enfin, ouais, le temps qu'ils mettent pour. Oui, c'est ça. Mais pas juste le temps qu'ils mettent pour répondre, le temps qu'ils mettent pour arriver à un certain score. C'est ça, un certain niveau de performance, en Ouais. général, 70 à 80%. On considère que c'est très bien. Voilà. C'est bien au-dessus du hasard de toute manière qui est 50%. D'accord. Et donc en faisant ça, tu as réussi à voir que les babouins étaient capables de composer, là, donc comme on en Donc, parlait, dans le cas de la négation, ils ont une cognition qui leur permet de composer la c'est négation ça. avec d'autres. Donc nous, on a pu montrer qu'ils arrivent en fait à apprendre ben, que ces quatre croix blanches-là, ça veut dire pas le truc du milieu.
Voilà. Donc, ils sont capables de composer ces quatre croix blanches avec le symbole central qu'ils ont sur l'écran. Voilà. Et avec a priori n'importe quel autre symbole. Après, tu pourrais récupérer ces quatre croix blanches et les appliquer à plus ou moins n'importe quel symbole. Voilà. Alors, on a des difficultés en fait à faire et vraiment de la généralisation totalement spontanée avec les babouins. La raison pour ça, euh, bon, il y en a plusieurs. Il y a la première qu'on pourrait dire, c'est qu'ils ont du mal avec la généralisation spontanée. Mais en fait, la deuxième, qui je pense est quand même assez probable, c'est qu'en fait, ces babouins-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont des expériences, ils en ont tout le temps. D'accord? Et en fait, dès qu'ils voient de nouveaux stimuli à l'écran, donc des nouvelles formes, des nouvelles couleurs, etc., eh ben, c'est un peu le moment où ça marque en fait le début d'une nouvelle expérience. Donc, c'est un peu comme si on appuyait sur un bouton reset. Ok. Voilà. Et que c'est pour ça qu'ils transposent pas tout ce qu'ils ont eu sur une expérience donnée Ok. à l'autre directement parce qu'ils savent, bah voilà, en fait, ils ont l'habitude que quand ils voient des nouvelles formes, des nouvelles couleurs, bon, ben, ça veut dire qu'en fait, ça y est, les règles changent, faut apprendre un autre truc. C'est un nouveau jeu vidéo. C'est un On est nouveau jeu passé, vidéo, ouais. exactement. C'est On est passé exactement. de Tomb Raider à je sais pas quel autre jeu vidéo et il faut Crash réapprendre les règles. Bandicoot. Voilà. Ouais. Ok. C'est ça. Donc, c'est un petit peu difficile de faire de la généralisation spontanée. On essaye de faire ça en faisant un mélange de nouvelles formes avec des anciennes formes, etc. On s'améliore un petit peu là-dessus, mais c'est pas encore idéal. Ok. Les petites croix blanches, je voulais te poser la question, comme marqueur de négation, tu avais choisi ça pour une bonne raison ou c'est un peu de, ou c'est Oui, un peu en de... fait, on voulait pas que ce soit. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les babouins, quand ils font leurs jeux vidéo, ils sont pas comme nous à regarder l'écran et à fixer pendant de longues périodes de temps. Ils n'arrêtent pas en fait de regarder ailleurs, etc. Ils jettent des petits coups d'œil, etc. Voilà. Donc, les quatre croix blanches, c'est pour être sûr que qu'ils regardent n'importe où sur l'écran, ils vont tomber sur quelque chose. Voilà, Ok. c'était pour être sûr qu'ils ne le loupent pas. Voilà. D'accord. C'est juste pour cette raison-là. Et une session de jeu vidéo, quand ils viennent jouer comme ça dure combien de temps à peu près? Il y en a qui se lassent très vite ou en général ils font Ouais. tout jusqu'à la fin et... Alors, c'est très, très variable. Ça dépend, en fait, des babouins et du type de jeu vidéo. Parce qu'il y a certains babouins qui aiment bien Tomb Raider et il y en a d'autres, eh ben, qui préfèrent Mario Bros. Ok. Voilà. Donc, ça dépend ce qu'ils aiment bien faire. Et on en a aussi qui jouent quasiment jamais, quoi. Ça les intéresse pas. Donc, c'est Comme très, les humains, on a quoi. énormément. Comme les humains, ils ont chacun Comme les humains, leur personnalité et exactement. leur goût. C'est ça, c'est ça. Donc, on a beaucoup de variabilité individuelle sur ça. En général, donc, ce que je t'ai dit, c'est qu'on avait un groupe de babouins, donc entre 20 et 30 individus selon les saisons. En général, on a une quinzaine qui aiment bien jouer à ce qu'on leur propose. Ok. Ce qui est en fait pas mal. Si tu regardes les autres papiers en cognition animale, c'est un assez bon sample size. Super. Et alors, donc ensuite, vous avez essayé, t'as aussi testé l'existence de compositionnalité chez les bébés, c'est ça? Donc là, Exactement. en fait, c'est un peu la même chose. C'est comme tu disais tout à l'heure, ils sont pas complètement, c'est pas des non-linguistiques, mais c'est un peu des pré-linguistiques, les bébés. Et donc, on peut aussi faire le même genre d'expérience. Oui, c'est ça. Bah, parce qu'en fait, la question, c'était de savoir est-ce que donc la compositionnalité dans le langage, elle préexiste en fait au langage ou c'est quelque chose que les bébés doivent apprendre en même temps qu'ils apprennent le langage. Voilà. Donc on a fait plusieurs choses. Là, je pense que l'étude la plus facile et la plus parlante en même temps, c'est aussi une étude qu'on a fait sur la négation, où en fait on a regardé si les enfants comprenaient un marqueur non linguistique de négation. Donc en fait, quand on dit une phrase négative, on a souvent tendance à faire une expression faciale qui va bien avec. Typiquement, hmm, voilà. Donc je l'ai un peu exagéré, mais elle est là. C'est un marqueur qui est assez robuste à travers les cultures même. Alors, pas forcément le mouvement de la tête comme ça, mais en tout Hmm. cas
petit froncement de sourcils, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière cross-culturelle. Et donc, on s'est dit, bon, bah, ça, c'est peut-être un marqueur que les enfants, en fait, peuvent facilement avoir accès, soit parce qu'ils l'ont appris dans leur environnement, soit on peut leur faire apprendre, en fait, très facilement que ça veut dire pas, ça veut dire la négation. Donc, la manière dont on a fait ça, c'est que les enfants ont vu des petites vidéos où ils avaient une actrice, comme moi, là, en face de toi, et on présente à cette actrice deux objets. Alors, attends, je regarde ce que j'ai autour de moi. C'est marrant ce que j'ai sur mon bureau, hein. Voilà. Donc, deux objets. Donc, il y a un premier objet qui arrive. Elle le regarde. Il y en a un autre. Hmm. Et ensuite, elle prend un des objets. Alors, lequel elle devrait prendre selon toi? Celui pour lequel tu as été contente. Enfin, Bah, en tout cas, c'est pas. Donc, désolée si j'ai fait une expression t'as contente. été C'était une neutre. Non, expression non, ouais. neutre. Ouais, ouais, c'est ça. Celui pour lequel t'as pas fait de grimace, quoi. Voilà. Donc, soit elle prend ça. Soit elle prend celui où elle a fait effectivement cette grimace, on va dire, cette expression faciale de négation. Et ce qu'on fait, c'est qu'on mesure combien de temps les enfants regardent. Donc, le temps de regard, c'est un marqueur de surprise. Donc, en gros, les bébés, ils vont regarder plus longtemps quelque chose qui est surprenant pour eux que quelque chose qui est attendu, donc non surprenant. Donc, s'ils ont compris que, en fait, la personne, en regardant cet objet, en faisant voulait dire pas celui-là, d'accord, mais qu'elle le prend quand même, ça doit être très surprenant et devrait regarder plus ce type de vidéo que les autres, où elle prend quelque chose qui est cohérent avec les signaux qu'elle a pu faire avant. Voilà. Et donc, on a testé des bébés de 12 mois sur ce type de protocole-là, et on a trouvé exactement ça. C'est-à-dire qu'ils étaient plus surpris quand la personne prenait l'objet sur lequel elle avait exprimé en fait du dégoût ou voilà, de la négation que l'autre. Voilà. Et évidemment, il y a d'autres contrôles. On a d'autres types d'essais où elle va faire une expression très contente, donc c'est-à-dire une expression positive. Donc, je veux celui-là. Voilà. Et on n'a pas voilà, on contrôle pour ça, évidemment. Très bien. Et donc, la conclusion, c'est que les bébés semblent être capables aussi de composer une grimace, en l'occurrence, avec différentes situations, quoi. C'est ça, une fois de plus, C'est la ça, conclusion. exactement. Ils sont capables de faire ça. Donc, évidemment, là, on a essayé de se mettre dans un contexte qui est non linguistique, donc qui n'implique pas de langage, et ils sont donc capables de composer une expression faciale avec un objet. Voilà. D'accord. Ben, non, mais c'est super intéressant. Et donc, toi, ta conclusion plus générale sur la question de départ, est-ce que notre langage, il est structuré par des règles qui nous viennent plutôt de notre condition ou par des règles qui sont de notre condition, pardon, ou par des règles qui sont spécifiques au langage? Tu dirais qu'une grosse partie des règles du langage nous viennent de notre cognition ou on n'est pas du tout encore assez avancé dans la recherche pour conclure ce genre de choses? Alors, c'est difficile de te dire quelle proportion va être retrouvée vraiment dans la cognition. Euh, Moi, en fait, ce que je montre dans mes recherches, c'est que quand on regarde bien une propriété du langage, qu'on essaie de la définir en fait le plus simplement possible, ben, souvent, on arrive à la retrouver ailleurs dans la cognition. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de linguistique dans ce qu'on voit dans le langage, mais ça veut dire que dans la définition la plus élémentaire, ben, ça pourrait très bien venir d'une capacité qui a été développée ailleurs, parce qu'il y avait des besoins ailleurs. La compositionnalité, c'est aussi utile pour le raisonnement, pour se Hmm. représenter le monde et pour tout un tas de choses, et pas spécifiquement forcément pour le langage. La proportion des propriétés, c'est une question qui est un peu difficile parce que des propriétés, on les a pas toutes déjà, enfin, elles sont pas énumérées de manière exhaustive. Euh, bon, voilà. Donc, mon travail, ça va être aussi d'essayer de voir à quel point, en fait, c'est quoi l'étendue euh, de ces propriétés-là qui peuvent être retrouvées ailleurs. Donc là, j'en suis vraiment qu'au début sur ça.
on te Désolée, c'est un peu recon- qui cette réponse. Non, non, mais non, non, c'est une question intéressante parce que justement, bah, ces propriétés que tu testes, j'imagine que pour l'instant, toi, tu essaies de choisir des propriétés ou des règles dont tu penses qu'elles pourraient se retrouver dans la cognition de façon plus générale. Enfin, je ne sais pas comment tu choisis les règles. Comme tu disais, il n'y a pas de catalogue de propriétés ou de règles qu'on pourrait tester, mais Bah, euh, il y avait les universaux de Greenberg. Donc Greenberg, c'était un linguiste qui a en fait listé des universaux linguistiques, donc des propriétés de surface des langues qu'on retrouve de manière assez récurrente. C'est pas parfait, c'est pas, c'est un peu comme le sujet avant l'objet, c'est-à-dire c'est des propriétés qui semblent être là plus fréquemment que par le hasard. Mais hein, c'est pas toutes les langues qui ont ça. Donc, il y a quelques propriétés comme ça qu'on peut regarder, et c'est celles qu'on regarde d'abord, parce que c'est celle qui semble être le plus évidente. Mais il y en a probablement d'autres, en fait. On est aussi, nous, très, très biaisés par ce à quoi on commence à regarder. Évidemment, c'est ce à quoi on pense qui est le plus représentatif, où on a le plus de chances de trouver quelque chose. très bien. Et alors, tu Pour nous la disais, compositionnalité, c'était pas gagné. ouais, C'était pas, enfin, c'est quelque chose qui a souvent été proposé comme étant vraiment le propre de l'humain. Il y a que les humains qui savent faire ça. Même les bébés, on ne savait pas s'ils savaient faire ça ou pas. Enfin, c'est quand même assez débattu. ouais, ouais. Et donc justement, tu nous en avais parlé la dernière fois. Là, tu aimerais bien aller voir dans d'autres espèces que les babouins si tu arriverais à retrouver de la compositionnalité. Ouais. Donc, mon rêve, si j'ai envie, Vas-y, dis-nous ce tout. serait vraiment de pouvoir faire une cartographie d'en fait, différentes espèces, quelles propriétés on peut retrouver à travers différentes espèces, pour un petit peu enfin, avoir une idée de la phylogénie de ce type de propriété-là, vraiment d'un point de vue évolution. Et donc là, j'ai décidé de taper très 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 loin dans la phylogénie, puisque je vais regarder les abeilles. Voilà. Donc les abeilles, elles font des choses fantastiques, c'est-à-dire elles savent compter, ce que je trouve assez incroyable. Elles savent ce que c'est que zéro, on peut leur apprendre zéro. Donc il y a eu vraiment des avancées assez incroyables sur la cognition des abeilles. Et donc la compositionnalité, ben, pourquoi pas? Si on a déjà des concepts, ben, peut-être qu'on arrive à en faire quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est la prochaine étape. Tu as déjà réfléchi à des expériences? Ouais. Bon, et alors, tu vas lancer ça quand? Ça va commencer, j'espère, cet été. Voilà. Trop bien. Ouais. Tu cherchais des postdocs, c'était pour travailler là-dessus? Alors oui, je vais chercher bientôt des docs et des postdocs pour en fait développer ce projet-là, en fait, d'essayer de voir quelles opérations mentales sont là dans d'autres espèces euh, pour essayer effectivement d'aller un peu plus près, de cartographier quels sont le type de représentations que d'autres espèces peuvent faire en l'absence de langage. Ok. Et Voilà. tu travaillerais en collaboration avec des apiculteurs ou que ça se passe Alors, comment ça? oui, alors je travaille alors pas en collaboration avec des apiculteurs, mais avec une chercheuse notamment qui est spécialisée dans la cognition des abeilles, qui s'appelle Aurore Avargues Weber, qui est à Toulouse, euh, Ok. qui a et qui a des ruches en fait sur le campus. C'est très simple. Avec les abeilles, il n'y a aussi pas besoin de protocole éthique. Donc, c'est je pense, l'espèce la plus simple que je vais tester depuis longtemps. Voilà, les humains, c'est compliqué, les babouins aussi, mais les abeilles, ça a l'air d'être beaucoup plus simple. Ouais, ouais, je me rends pas du tout compte. Je connais pas cette chercheuse, mais je me rends pas compte à quel point, d'un point de vue faire des expériences, justement, les babouins, tu peux leur faire faire des jeux vidéo. Les abeilles, il doit falloir être un peu créatif, j'imagine. Alors, ils ont des choses, bizarrement, ça ressemble beaucoup au type de protocole qu'on peut utiliser avec les babouins. Euh, donc, le protocole dont je t'avais parlé là pour la compositionnalité,
Le nom savant de ce protocole, c'est le Match to Sample Task. Donc, on montre un sample, d'accord? Donc, une forme, et après, ils ont le choix entre deux trucs. Voilà. Ben, on peut faire exactement la même chose avec les abeilles. Euh, cette chercheuse-là et son équipe, en fait, ils ont inventé ces petits dispositifs. Enfin, ils les ont créés, hein, c'est eux qui les fabriquent. En fait, c'est un Y, donc c'est en forme de type labyrinthe. Donc, tu as Ok. un labyrinthe en forme de Y, voilà. À l'entrée du labyrinthe, tu montres ce qu'on appelle le sample, donc l'image de départ. Donc, typiquement, tu leur montres, par exemple, si tu veux leur faire apprendre la règle identité. Donc, je vois un carré, je dois toucher le carré quand je suis présenté avec un carré et un cercle. Donc, première image à l'entrée du Y, tu leur montres le carré. Elles rentrent dans le labyrinthe. Donc, elles ont le choix après entre deux allées. Une allée où il y a le cercle et une allée où il y a le carré. OK? Et du côté de la bonne réponse, il y a une goutte de sucre. Et puis tu leur fais apprendre comme ça. Puis tu les attires pareil en fait. C'est des abeilles qui se baladent. Tu l'attires avec un peu de sucre au début. Hop, tu la fais rentrer dans le labyrinthe. Tu la laisses faire. Ensuite, elle va ramener son sucre à la ruche. Puis elle va revenir. Puis tu la reprends. Et puis tu continues. Donc Avec tu une la marques, identité. hein. Pour la reconnaître, il faut la Ouais, marquer avec un petit point de pointure. ouais, Donc ouais. une fois qu'on l'a attirée avec le sucre, on prend un petit pinceau, pop, on fait un petit point bleu par exemple, parce que sinon c'est difficile de reconnaître une abeille parmi d'autres pour nous. Voilà. Je comprends. Mm. Bon, trop bien, bah, hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, moi aussi. Est-ce qu'il nous reste encore un peu de temps? Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes travaux modélisatoires? Parce que toi, tu as cette spécificité d'avoir à la fois des approches empiriques et des approches plus théoriques de modélisation. Tu nous parlais notamment tout à l'heure de savoir si les règles qu'on retrouve dans le langage, elles sont là par hasard ou pas. Et je crois que la modélisation, ça permet justement de répondre à cette question. Oui, c'est ça. Euh, Il y a plusieurs. Donc, on peut trouver une propriété dans le langage donné. Il y en a plein qui ont été trouvés comme ça. Les lois de Zipf, tu connais? Je vois, ouais. Je pense. Donc, il y en a plusieurs aussi, des lois de Zipf. Il y a une relation entre la fréquence et le rang de la fréquence. OK? Il y a une relation entre la fréquence et la longueur des mots. Donc, les mots les plus courts sont les plus fréquents. OK? Ça se retrouve dans toutes les lois du monde. En fait, il y a plein de distributions en fait, qui sont assez surprenantes dans le langage. Donc la question qu'on peut se poser sur ces distributions-là, c'est est-ce que ce sont le fruit du hasard ou est-ce que effectivement ce sont des universaux linguistiques qui sont là pour une raison donnée parce que euh, si on parle d'un truc très très souvent, bah, c'est mieux que le mot soit court, par exemple, parce qu'on l'utilise très souvent. Voilà. Il y aurait des pressions peut-être de ce type-là. Et donc la modélisation, elle nous aide à ce niveau-là, parce qu'en fait, on peut construire ce niveau de chance-là. On peut construire le fait que est-ce que bah, si je crée un lexique par hasard, juste en générant des mots, est-ce que je vais tomber sur ces lois zipfiennes ou pas? Voilà. Euh, Nous, on n'a pas regardé ces lois-là spécifiquement. Moi, j'ai regardé deux propriétés. Euh, L'une des propriétés que j'ai regardées, c'était le fait que est-ce que les mots se ressemblent sur leur forme sonore ou sont très distincts les uns des autres. Donc typiquement, est-ce que les langues du monde, elles préfèrent utiliser des mots qui se ressemblent beaucoup, type qu'est-ce que je peux trouver? Bon, chien et chat, c'est peut-être pas une bonne idée. Je peux inventer un mot sinon. Torba, torbi, ok? Ou est-ce que je préfère avoir deux mots qui veulent dire, qui sont très très différents, comme torba, bamoul. Voilà. On peut voir des avantages et des désavantages en fait à chacune de ces configurations-là. Si j'ai un lexique qui préfère des torba bamoul, donc c'est-à-dire des mots qui ne se ressemblent pas du tout sur leur forme sonore, Ouais. bah, ça va faciliter la reconnaissance du mot.
Je vais pas pouvoir les confondre. Voilà. D'un autre côté, je vais devoir apprendre pas mal de segments différents. Au niveau articulatoire, bah, ça va me prendre peut-être plus de temps parce qu'il y a tellement de segments que voilà, il faut pouvoir les faire. Et d'autre côté, si j'ai torba, torbi, bah, j'ai plus ce problème-là, mais j'ai le problème de confusion, c'est-à-dire que bah, je peux me tromper assez fréquemment. Voilà. Euh, donc, on a essayé de mesurer le niveau de hasard. Donc, c'est-à-dire si on crée des mots, on génère des mots de manière aléatoire, est-ce qu'on tombe plus sur des lexicons, des lexicons, je parle à moitié anglais, des lexiques qui sont plus du type torba-torbi, c'est-à-dire où on a des formes phonologiques qui sont très très proches les unes des autres, ou quelque chose de plus dispersé. Et en fait, ce qu'on a pu voir avec cette approche-là, c'est que les langues du monde, eh ben, elles sont plus du côté de torba-torbi que le hasard. C'est-à-dire qu'elles préfèrent réutiliser des segments phonologiques beaucoup plus fréquemment que ce qui est entendu par la chance. Voilà. Alors pourquoi c'est le cas? Bah, ça pourrait être ce que je te disais, peut-être qu'en fait, il y a le coût de production du langage serait beaucoup trop important si on n'avait que des segments très très différents. Mm. C'est possible. Une autre possibilité aussi, c'est que c'est quelque chose aussi que j'ai trouvé dans mes travaux, c'est que euh, on a une corrélation dans les langues du monde entre deux formes sonores qui sont proches et le fait que leurs sens sont proches aussi. C'est-à-dire que torba, torbi, c'est super pour chien et chat. D'ailleurs, chien et chat, ça se ressemble pas mal. Voilà, mais c'est moins, ce serait moins utilisé pour chien et patate, par exemple. Mm. Ok. Donc les choses qui sont proches au niveau sémantique, qui veulent dire la même chose, les mots qui veulent dire quelque chose de similaire en fait, eh ben, ils vont avoir tendance à être très très proches au niveau phonologique, donc avoir à peu près enfin, la même forme sonore. Ouais, voilà, des formes sonores similaires. Donc ça pourrait être dû à ça aussi. Ça pourrait être dû au le fait qu'on ait des lexiques qui aiment bien avoir des mots qui se ressemblent. Ça pourrait être dû au fait que bah, on aime bien quand on parle de champs sémantiques proches, d'avoir des formes sonores qui sont similaires. Parce que ça fait sens d'un point de vue catégorie. Voilà. Ok. Donc, quand tu dis on aime bien, c'est une nouvelle fois notre cognition qui serait un peu faite comme ça, hein. Et c'est ça. Mm. Ça Ok. pourrait être ça. C'est à tester. Ok. Super. Euh, voilà. Oui, vas-y. Tu voulais ajouter un truc? Qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? Non, mais après, pouvais te parler d'un autre phénomène, mais celui-là, c'est déjà pas mal. Oui, je pense pas qu'on aura le temps de parler de modélisation dans la vidéo courte, mais je mettrai des liens vers ton site web que les gens intéressés puissent aller voir tous Ouais, il ces faut. aspects-là. Je crois qu'on arrive presque à la fin de notre temps imparti. Est-ce que tu voudrais rajouter un mot de la fin, euh, ce que tu veux pour ceux qui nous écoutent, si tu as des messages particuliers à faire passer, pas forcément sur ton champ de recherche, mais sur la Hmm. recherche en général ou... Oui, moi j'en ai un. Donc moi, comme tu l'as vu, je fais de la recherche fondamentale. Il y a peu d'applications directes qui sont évidentes. Quand je fais des choses sur l'acquisition du langage, c'est un petit peu plus évident. Mais là, je m'éloigne un petit peu plus de ça. Et je crois que la question qui est toujours assez importante et assez actuelle en ce moment, c'est de dire bah, à quoi ça sert. Voilà. Et ce que je voudrais dire, c'est que je pense que la recherche fondamentale, elle est un peu négligée en ce moment, mais elle est très très importante parce qu'en fait, sans elle, si on n'augmente pas notre niveau de connaissance justement fondamentale, c'est très difficile d'avoir des applications cliniques de toute manière. Et qu'on l'a vu au cours de l'histoire. C'est super important d'avancer sur le fondamental pour pouvoir avoir après des applications concrètes pour la société. Donc, je tiens la barre de la recherche fondamentale, mais je dois dire que c'est de plus en plus dur dans le climat actuel, mais que c'est très, très important pour le futur de notre société. Voilà. C'est pas moi qui vais te contredire. Ben, merci beaucoup, le message est passé. Merci encore une fois d'avoir bien voulu faire cet entretien et nous présenter tes travaux, c'était très intéressant. Bah, c'était un plaisir. N'hésite pas en tout cas, vraiment, si tu as des questions en plus.
Oui, oui, je t'enverrai peut-être un petit email à un moment si jamais il y a un Ouais, ouais, truc. je pense que pas de problème. Merci beaucoup.